Bonjour, on inaugure une nouvelle formule, parole d'ambassadeur. On invite un ambassadeur en poste en France pour évoquer la situation dans son pays et la perception nationale et internationale. Et M. Yo Den-jung est l'ambassadeur en France de Corée du Sud. Merci, monsieur l'ambassadeur. Première question, pouvez-vous nous dire où en est la situation sanitaire en Corée du Sud par rapport au Covid-19? Tout d'abord, je suis très honoré d'être le premier invité par votre nouvelle série. Donc, je suis très honoré. En ce qui concerne la situation sanitaire en Corée, ça nous préoccupe aussi, comme ici en France, même si on a fait des résultats qui est assez remarquables. En ce moment, il y a à peu près 3000 ou 4000 cas de contamination par jour. Bon, 4000, c'est pas beaucoup pour d'autres pays, mais pour nous, c'est très préoccupant. Même c'est couplé avec un taux de vaccination à peu près 80%. Donc, Vous avez été très vite en vaccination. oui, au début, il y a des problèmes de pénurie des vaccins, mais en ce moment, on a très bien rattrapé. Donc, on est arrivé au niveau de 80%. Mais malgré tout, donc, avec l'arrivée de variants, etc., donc, en ce moment, on est un peu en difficulté. Mais depuis le départ, notre gouvernement a essayé beaucoup de trouver un juste milieu entre donc l'engagement civique et puis aussi des mesures sanitaires, mais aussi donc préserver la liberté individuelle et puis tout en ouvrant donc notre frontière au monde, tout en facilitant donc les commerces, etc. Donc jusqu'ici, on a relevé le défi avec succès. Pour un Français qui veut aller en Corée du Sud, quelles sont les règles à suivre? Si je veux aller en Corée du Sud, qu'est-il possible? C'est tout à fait possible en ce moment. Depuis le 1er septembre, on a remis en fonction donc notre accord de visite en Corée sans visa jusqu'à 90 jours. Mais attention, c'est avec une quarantaine de 14 jours. Ça 14 jours. Oui, c'est ça. Ça s'applique pour tout le monde. Mais même donc, la remise en fonction de visite en Corée sans visa, ça s'applique uniquement aux 28 pays de Schengen. D'accord. Uniquement pour les Européens. Autre sujet important, c'est l'état de la relation avec la Corée du Nord. On est habitué au froid et au chaud, etc. Dans quelle phase sommes-nous? Il y a eu de nouvelles provocations de la Corée du Nord. Dans quelle phase êtes-vous par rapport à votre voisin du Nord? Oui, récemment, il y a des nouveaux événements aux alentours du lancement des missiles, etc. Ça nous préoccupe beaucoup. Mais en même temps, de l'autre côté de la pièce, ça nous rappelle la nécessité rapide très nécessaire pour lancer encore le dialogue entre les deux Corées et puis entre Pyongyang et Washington. Nous, de nos côtés, notre gouvernement, en particulier notre président, travaille beaucoup pour une déclaration officielle de la fin de la guerre de Corée, parce que c'est une déclaration politique et très symbolique qui va constituer un premier pas pour entamer donc le processus de paix dans la péninsule coréenne. Donc pour attirer encore, pour ramener la Corée du Nord sur la table de négociation, je crois que c'est un point d'entrée pour la négociation, pour la dénucléarisation complète et établir un régime de paix durable dans la péninsule. Alors on a beaucoup parlé de l'Indo-Pacifique, avec notamment en France l'ANCUS qui a été vécu douloureusement. Comment avez-vous en Corée du Sud la montée des tensions dans cette zone, avec notamment des relations de plus en plus difficiles, pour ne pas dire de rivalité entre Pékin et Washington, alors que la Corée du Sud essaye d'avoir des bonnes relations avec les deux et que vous ne participez pas, par exemple, au Quad? Oui, c'est une question très pertinente. En tout cas, ce qui est en jeu en ce moment dans la région Indo-Pacifique, c'est essayer d'amener donc la montée en puissance des pays dans la région ou concernés dans l'harmonie avec les lois internationales, et puis aussi de faire respecter donc l'ouverture, l'inclusivité et la transparence. Je crois que dans ce sens-là, donc, la rivalité entre les États-Unis et la Chine devrait ne pas nuire à la stabilité, à la prospérité de la région. C'est un travail commun.
Dans ce sens-là, je crois que la politique de Indo-Pacifique de la France et de l'Union européenne va tout à fait dans le même sens avec notre politique, de nouvelle politique du Sud de la Corée. Nous n'excluons pas personne et puis nous voulons travailler avec tous les acteurs concernés pour encore promouvoir la prospérité, la paix et la stabilité de la région. Est-ce qu'il n'y a pas un point commun entre la France et la Corée du Sud qui est la promotion du multilatéralisme? C'est quelque chose qui nous unit dans nos diplomaties? Oui, tout à fait. En tant que pays qui est au 10e rang mondial sur le domaine économique et culturel, dans d'autres domaines aussi, la Corée et la France ont davantage de convergence de valeurs universelles, mais aussi davantage de convergence des intérêts parce que dans un monde assez divisé où il y a plein de enjeux géopolitiques, la France et la Corée, donc en tant que pays qui représentent à peu près de chaque continent, il y a beaucoup de choses où on peut travailler ensemble. C'est pour cela nos deux présidents qui se sont rencontrés en marge du sommet G20 à Rome, il y a à peine un mois, quelque chose comme ça. Ils se sont mis d'accord de travailler ensemble pour l'Indo-Pacifique et puis pour d'autres défis multilatéraux. Est-ce que la Corée pourrait servir un peu de point de go-between? Enfin, comment, par rapport à cette rivalité sino-américaine qui monte, quel rôle pourrait jouer la Corée pour faire baisser les tensions? Comme vous le savez, la Corée est un pays allié avec les États-Unis et puis notre partenaire économique numéro un, c'est la Chine. Donc, avoir une forme de modus vivendi entre les deux pays très puissants, c'est dans nos intérêts, ainsi que pour l'intérêt de la France. Donc, comme on a vécu depuis la Deuxième Guerre mondiale, donc la Corée a su surmonter les difficultés avec les pays voisins, et puis les défis économiques, et puis les défis sécuritaires avec la Corée du Nord. Je pense que notre gouvernement travaille beaucoup pour faire prévoir donc, les valeurs universelles comme la démocratie, les droits de l'homme, et puis la liberté de circulation, mais aussi l'intérêt pour promouvoir l'inclusivité et puis travailler en commun avec les acteurs concernés dans notre région, y compris les États-Unis, la Chine et d'autres pays aussi. Alors, vous l'avez dit, la Corée est le 10e PIB mondial, donc c'est un pays qui, quand on voit d'où vous êtes parti en 1953, c'est un succès quand même phénoménal. En plus, sur l'établissement d'une démocratie réelle, vivante, une société civile vivante, et cette société civile est très rayonnante puisqu'il y a un soft power coréen que l'on voit par la K-pop, par des séries qui ont marqué le monde entier. Donc comment définissez-vous ce soft power coréen? Si j'ose dire, la Corée se targue d'une histoire de 5000 ans. Donc déjà, en Corée, il y a une très bonne base de la culture qui est très riche et très, très détaillée. Mais à travers des difficultés historiques jusqu'à la guerre coréenne, ce génie n'avait pas d'occasion de s'exprimer. Mais après, avec l'industrialisation, la démocratisation, l'informatisation, surtout avec l'outil de l'informatique, donc notre génie créatif, ils ont de la chance de s'exprimer à l'échelle mondiale. Donc, comme vous l'avez dit, donc, en ce moment, la culture, ça constitue donc, une sorte de soft power. Donc, comme la Corée a fait un développement très condensé après la guerre de Corée, il y a toujours des stress à relever et puis un engouement pour s'exprimer, tout en mêlant donc, notre valeur traditionnelle, mais aussi la modernité qu'on a acceptée de la part des pays occidentaux. Je crois que c'est pour cela que nous avons réussi à se montrer et se placer bien sur l'échiquier mondial en ce moment. Merci, Monsieur l'ambassadeur, pour ces explications sur le rôle et le poids de la Corée dans le monde. Merci beaucoup pour votre invitation encore une fois.